On a passé une journée de musée très animée. Il y avait la possibilité de visiter le bureau de Dürrenmatt, voir son télescope parce qu'il aimait beaucoup scruter le ciel. Ensuite, il y avait aussi des visites de l'exposition permanente, de la nouvelle exposition temporaire Dürrenmatt et la Suisse. Il y avait des rencontres, il y avait des Suisses allemands, il y avait des Tessinois, il y avait des romans, tout à fait dans le sens de Dürrenmatt. On a eu l'honneur d'accueillir Olivia Pedroli. On a eu la chance de pouvoir écouter sa composition sur Mathilde plusieurs fois sur la terrasse. On a aussi eu l'honneur d'accueillir Pascal Meuchler. C'est un passionné des chauves-souris, un passionné de la diversité culturelle. Dans le cadre du centenaire de la naissance de Dürrenmatt, j'ai proposé au centre de faire une création autour d'un récit que Dürrenmatt a fait sur sa rencontre avec une chauve-souris qu'il a appelée Mathilde. Donc en 1952, il travaillait dans son atelier et puis toutes les nuits, il avait la visite d'une chauve-souris qu'il a appelée Mathilde. Pour lui, c'est devenu un peu une forme de muse, il l'appelait l'ange des souris. Un soir, il a voulu la montrer à ses enfants, donc il l'a capturée d'une certaine manière. Il a fermé la fenêtre, il l'a enfermée dans son atelier pour la montrer à ses enfants. Et quand il a rouvert la fenêtre, la chauve-souris Mathilde n'est plus jamais revenue. Il explique dans ce vraiment très court récit qu'il a manqué de loyauté et il a l'impression d'avoir trahi Mathilde et il avait l'impression qu'elle s'était vengée en disparaissant. Et ce texte, il m'a beaucoup touchée parce que cet écrivain, ce peintre, qu'il soit finalement touché par un si petit animal et que ça l'inspire pour créer d'autres œuvres après coup. J'ai tout de suite vu le lien potentiel qu'on pouvait faire avec ce qui se passe actuellement, avec cette crise sanitaire évidemment, mais aussi au sens plus large avec tout ce qui est de l'ordre de la perte de la biodiversité, du changement climatique et finalement du lien avec le vivant qui est rompu et qui fait que potentiellement, si ce lien peut être créé, les choses pourraient aller mieux au sens large pour la Terre et le vivant et l'humain. Donc j'ai rapidement voulu créer une pièce là autour que j'ai proposée justement à l'équipe du CDN et ils ont eu envie que ça se fasse. L'envie c'était que ce soit une pièce qui s'écoute en regardant le ciel pour que les gens puissent passer voilà, les 20-27 minutes que dure cette création, un moment simplement assis à regarder le ciel, à avoir cette connexion avec le vivant et avec le céleste. Et j'avais envie d'écrire pour 3 voix de femmes, d'âges différents, de tessitures différentes, qui symbolisent aussi un petit peu cette, pour moi, héroïne qu'est Mathilde, parce qu'elle a su toucher Dürrenmatt voilà, très profondément avec juste un petit acte symbolique. Et j'avais envie de pouvoir marquer ça en travaillant avec des femmes, 2 cordes aussi, violon, violoncelle. Et puis j'avais aussi envie de m'entourer de scientifiques qui puissent m'aider à comprendre qu'est-ce qu'une chauve-souris, quel est tout l'imaginaire qui se place autour de la chauve-souris, et aussi tout le monde sonore qui navigue autour de la chauve-souris. C'est vraiment cette communication avec les ultrasons, c'est quelque chose de très mystérieux. Donc j'ai contacté Pascal Meuchler qui est ici, qui est grand spécialiste, biologiste et grand spécialiste de la chauve-souris. Il m'a beaucoup aidé justement à pouvoir mettre du sens finalement dans la création musicale. Parce que tes questions, elles m'ont passionné. Quand Dürrenmatt en 52 a cette chauve-souris, il n'y a que à peu près 15 ans qu'on sait qu'elles émettent des ultrasons. Depuis, on a beaucoup progressé et on a appris vraiment avec le développement technologique les secrets, beaucoup des secrets de ce 6e sens des chauves-souris qui touche la musique parce que c'est des sons et c'est des sons qui ici servent à tout simplement voir dans l'obscurité la plus complète, même des petits obstacles, d'aller même au fond d'une grotte où il n'y a absolument plus de lumière sans se heurter aux parois. Et tout ça est bien connu du point de vue de la science. Tout ce monde au-dessus de 20 kHz qui est notre entente humaine, on peut l'étudier avec des appareils, on peut aussi le rendre audible, on l'a fait hier soir pour que finalement on soit en contact directement sonique avec ces animaux qui crient mais qu'on n'entend pas. Donc il y a des connaissances scientifiques, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces connaissances scientifiques pour alerter ou progresser sur ces problèmes d'effondrement de la biodiversité. Je relis Dürrenmatt et je me dis, mais finalement, il se posait déjà ce type de questionnement dans les années 60 ou 70. Bon Dieu, quelle modernité!